Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Alors, à Saint-Denis, vous suivez de près l'affaire de Munich. Que se passe-t-il en coulisses? C'est-à-dire, tout le monde est affolé. Comment on gère les choses là? C'est un peu le noir, à part vous, bien sûr. Oui, mais au moment de la prise d'otage de Munich, effectivement, c'est un choc. Bien sûr. Ouais. Le monde entier est surpris de voir que ce que Coubertin avait voulu comme étant le cénacle de la paix universelle. Bien sûr, bien sûr. D'où le choix de la colombe et tout à l'époque. Bien sûr. Fait que on est tous choqués. Bien sûr. Et tout de suite, ça devient binaire. Il y a les bons et les méchants. Ah ouais, de suite. On ne cherche pas à voir ce que sous-tend l'action ou ce que veut dire l'action. On voit, c'est pas bien de faire ça. Bien sûr. Moi, j'ai essayé d'avoir le regard, plutôt un regard professionnel, dire, mais comment se fait-il qu'on en arrive là? Qu'on en arrive là. Alors, ça pose le problème géopolitique. Et en même temps, ça n'a rien de politique par rapport à actuellement, puisqu'on ne peut plus dire en même temps sans qu'on pense à quelque chose actuellement. Non, c'est juste pour sourire. Je me dis, mais comment les Allemands, qui ont été pour nous une référence militaire, puisqu'on leur doit une belle volée de bois vert en 40, vont se débrouiller. Et on voit le résultat de l'opération, qui est n'importe quoi, où ils finissent par attaquer avec des chars, et où, au bout d'un siège qui aura duré presque 4 heures, je ne parle pas de l'opération elle-même, avec les négociations et tout, qui a duré près de 48 heures, je parle au moment de l'opération est déclenchée. D'ailleurs, que ça intéresse, il y a un film qui est intéressant, qui s'appelle Munich. Ah oui, oui, bien sûr. Et qui est très très bien fait sur le sujet. Le sujet. Avec une phase incroyable de l'opération, où si les tireurs d'élite n'avaient pas pu intervenir, il y avait une équipe dans l'avion qui avait été préparée pour faire croire qu'on répondrait aux exigences des preneurs d'otages, dans laquelle il y avait entre guillemets un commando, une équipe de policiers sélectionnés de la police de Munich, qui tout d'un coup ont décidé qu'ils allaient se faire tuer, qu'ils n'étaient pas préparés, qu'on les envoyait à l'abattoir et qui se sont barrés. D'accord. Qui ont quitté l'avion. D'accord. Refus de monter l'opération après avoir accepté. D'accord. Ce qui a conduit à intervenir un peu n'importe comment avec les tireurs d'élite qui étaient normalement là uniquement au cas où l'opération serait dévoilée avant l'intervention sur l'avion. Ce qui fait que, au moment où les hélicoptères se sont posés, puisque au départ, on pensait qu'ils viendraient en bus, ils ont refusé le bus, ils ont demandé un hélicoptère. Au moment où les hélicoptères se sont posés, ils ont appris que leurs collègues n'étaient plus dans l'avion, donc il n'y avait plus qu'une possibilité d'intervenir, c'était les tireurs d'élite. Sauf qu'ils étaient de mémoire 5 pour 8 preneurs d'otages. Alors déjà, il y a un problème mathématique. Bien sûr. Il faut au minimum un tireur par objectif. Bien sûr. Plus, ils étaient divisés en 2 groupes. Un groupe au sol
et un groupe dans une tour de contrôle. D'accord. Sans aucune communication entre eux. Ah ouais, alors. Ce qui fait qu'au moment où ils ont ouvert le feu, ils ont ouvert le feu sur plusieurs touchant chaque tireur, au lieu d'avoir son propre objectif, puisqu'ils n'ont pas pu se répartir les objectifs, bien sûr, ont touché plusieurs fois le même. D'accord. Et avec un détail qui n'en était pas un, du fait du manque de communication entre ceux qui étaient au village olympique et eux, c'est que le chef du commando portait un chapeau. Et on sait en opération tout le temps que si vous touchez en premier celui qui dirige, ça déstabilise. Ah d'accord. Et quand vous savez que c'est le chef du commando qui n'a pas été neutralisé dans la première salve des tireurs d'élite, qui a jeté la grenade à la fin de la fin, c'est-à-dire au moment de l'assaut, 3 heures après, non, 45 minutes après, au moment où on a fait intervenir des voitures blindées, où là il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucune... C'est fini. C'était fini. Il a jeté une grenade à l'intérieur de l'hélicoptère. Et c'est ça qui a... C'est la grenade, l'hélicoptère a pris feu, et c'est cette grenade qui était responsable de la mort de tous les otages, qui devaient être 10 ou 12. C'est les grenades quadrillées de l'époque, là? Oh, je ne sais pas ce qu'il avait comme grenade. C'est possible qu'il avait une grenade offensive. D'accord. Et c'est idiot de se dire qu'il y avait des éléments élémentaires dans la tactique d'intervention ou de réflexion qui n'ont pas été appliqués par des policiers qui, même si c'était des policiers et pas des militaires, ont quand même avaient un passé militaire qui a fait référence pendant des années. C'est troublant. Vous avez en 64 postulé pour un poste de décorateur scénographe. Vouliez-vous avoir une formation artistique à un moment de votre vie? Alors il se trouve que j'avais dans mes objectifs au départ affichés, puisque je préparais un bac sciences, l'éventualité, je m'étais inscrit à une école qui s'appelait Sudria, je crois qu'il existe toujours sous un autre nom, mais c'est une école d'ingénieurs. Et en même temps, je m'étais inscrit à l'école à Boulogne, à l'école du cinéma. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je dessinais beaucoup. Ah oui. J'en faisais un peu mon moyen d'avoir un peu de sous, d'argent de poche, parce que je faisais du dessin que je vendais à des amis de mes parents ou à d'autres personnes. Je faisais des copies de tableaux. J'avais plutôt un bon coup de main. Voilà. Super. En fait, vous devez votre carrière au lieutenant Mayol, qui va vous secouer lors d'une action militaire. Expliquez-nous le déclic. C'est grâce à lui, en fait, que ça vous donne... Je pense que, comme beaucoup, on ne vient pas de nulle part. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le problème des références sur la jeunesse, et en particulier sur les garçons qui ont plus besoin d'exemplarité que les filles. Je sais que c'est pas dans l'air du temps de dire ça, mais c'est comme ça. Pour bien connaître les hommes, je sais que les hommes marchent derrière des chefs et aiment avoir un meneur, quelqu'un qui les guide. Bien sûr. Et il se trouve que quand je me suis engagé, je me suis retrouvé à l'École nationale des sous-officiers d'active avec un chef de section qui était considéré comme qui était un jeune officier, le lieutenant Mayol, un jeune officier qui était dur, mais il a été pour moi l'exemple du chef qu'il fallait être. Et vous savez, dans une vie, il y a ce qui vous apporte en positif et qui vous est indispensable en négatif. C'est-à-dire... Ce qu'on appelle le yin et le yang. Voilà. Il y a des gens qui vous ont pourri la vie, et si vous savez être positif et savez prendre ce qu'il ne faut pas faire d'eux, puisqu'il ne faut pas faire comme eux, ça vous enrichit. Bien sûr. Et moi, il y a des officiers qui ont été détestables, que je n'ai pas aimés, et je me suis dit, je ne serai jamais ce type de chef. Ce type de chef. Et vous avez ceux
qui sont l'exemple même de ce que vous voulez être, c'est-à-dire le chef que l'on admire, le chef que l'on a envie de suivre, même s'il est dur. Et Mayol, ça a été ce chef-là. Et je le lui ai dit des années plus tard. Et d'ailleurs, j'ai souhaité qu'il soit interviewé dans le livre que j'ai écrit avec Jean-Luc Riva, parce que je voulais qu'on comprenne, que ceux qui lisent le livre comprennent, et je me répète, que l'on ne vient pas de nulle part, et que l'on est construit à travers un instituteur, à travers un prof de judo, ce qui est mon cas, à travers tous les gens que vous avez croisés, à travers votre père, votre mère, à travers les gens qui sont des référents et qui vous apprennent à évoluer. Mon prof de philo. Super. Voilà. Bien, bien. Alors, est-ce que l'affaire André Fourquet et les détenus Buffet-Bontemps qui vous a obligé de déclencher la formation du GIGN, est-ce que c'est cette affaire-là, puisque c'est à partir de là que le GIGN se crée quelque part, hein? Alors, plus que faire le GIGN, c'est réaliser le vide qu'il y avait en gendarmerie où beaucoup de missions devaient conduire à un moment ou à un autre à se retrouver face à des forcenés ou même des preneurs d'otages. Il y avait beaucoup de prises d'otages à l'époque où les banques avaient de l'argent dans leur caisse. Bon, maintenant, tout est automatisé, protégé différemment. L'argent liquide, il n'y en a plus beaucoup dans les banques. On est plutôt avec de l'argent virtuel. Mais les banques, les braqueurs, faisaient souvent des prises d'otages pour faire des banques, pour faire les hold-up. Mais il y a des affaires qui ont plus concerné la gendarmerie. Moi, j'étais jeune gendarme. Oui, bien sûr. Et un camarade de promotion de mon père s'est retrouvé jeté sans préparation. C'était un brillant officier. Bien sûr. Dans une affaire de prise d'otage avec des enfants, un père et ses enfants, qui sont des drames de la vie familiale que l'on connaît malheureusement trop, mais vis-à-vis desquels, si vous n'êtes pas préparé, eh bien, vous pouvez avoir un mode opératoire qui ne va pas. Et ce mode opératoire, c'est affronté par la violence, malheureusement, ou l'autorité, en pensant qu'il suffit de dire à quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, rends-toi, ce que tu fais n'est pas juste. Et où, soit vous avez la possibilité de le neutraliser avant qu'il commette l'irrémédiable, mais en général, avec les schémas tactiques de type militaire, qui est à peu près la seule chose qu'on enseignait aux officiers à l'époque du fait de leur passage dans l'armée, donc ce qu'on appelle la réduction de la résistance isolée, c'est en gros à l'assaut. Si vous n'avez pas le sens d'une manœuvre intelligente, fine, rapide, avec des gens préparés, eh bien, vous donnez le temps au preneur d'otages de faire ce qu'il a menacé de faire. C'est ça. Alors, ou il ne le fait pas, mais vous ne le savez pas, vous ne savez pas s'il risque de le faire ou pas le faire, ou il le fait, dans ce cas-là, c'est un drame. C'est ce qui s'est passé, puisque dans cette affaire-là, dans l'affaire Cestas, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, il a assassiné ses enfants, et il s'est suicidé après. Alors, ça a broyé la vie du camarade de promotion de mon père. Et puis après, il y a eu l'affaire Buffet-Bontemps, où pareil, on a envoyé des gendarmes mobiles dans une prison qui est faite pour pas que les gens sortent. Et à partir du moment où les preneurs d'otages s'étaient enfermés à l'intérieur de la prison, avec un gardien et une assistante sociale, alors qu'ils n'avaient qu'un couteau, tout le monde s'est dit,
ils n'auront pas erreur d'analyse, ils n'auront pas le sang-froid d'assassiner de sang-froid. Il y a une nuance entre planter quelqu'un d'un coup de couteau sous la force des pulsions, de l'émotion et tout. C'est déjà terrible en soi, mais c'est différent que de le faire de sang-froid au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Et erreur d'analyse, un père ne tuera pas ses enfants, des certitudes, on n'assassine pas de sang-froid une femme, on conduit à ce désastre qui, pendant l'assaut, parce que les gens manœuvraient, qui avaient à intervenir, n'ont pas su utiliser l'explosif assez bien pour ouvrir les portes qui avaient été fermées par les preneurs d'otages, la prison étant faite pour ne pas en sortir. Quand vous vous enfermez dedans, c'est encore plus, et que vous n'avez pas les clés, c'est encore plus difficile pour y rentrer. Bien sûr. Et a conduit à cet échec et à ce malheur. En août 73, le GIGN est en marche. Comment avez-vous vécu la formation importante qui vous est demandée là? Alors, vous-même, je parle. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est un peu l'âge, le privilège de la jeunesse. J'avais 29 ans. Et c'est sûr qu'à 29 ans, on croit en ce qu'on fait, et on fait des choses que peut-être on ne ferait pas quand on est beaucoup plus, on a plus de maturité, et plus, à défaut de sagesse, on a un cursus professionnel qui est en place et tout, et on a tendance peut-être à s'appuyer à ce moment-là sur l'existant. Là, j'avais constaté qu'à l'école de Melun, des officiers de gendarmerie, on ne nous avait rien appris sur la manière de gérer les forcenés, les prises d'otages, les moments difficiles d'une carrière qui, arrivant très rarement, malgré tout, sur l'ensemble des officiers de gendarmerie, n'étaient pas enseignés. Et on nous en avait juste parlé. On nous avait dit, vous risquez de rencontrer ça. Mais comment faire? Personne ne nous l'avait dit. Également, quand je me suis retrouvé instructeur à travers ce que voulait faire le capitaine Beau à l'époque, ces petites unités légères, les équipes commando pour les escadrons, parce que dans le maintien de l'ordre de l'époque, il y avait des choses difficiles, des prises d'otages dans les prisons, dans les usines, où les directeurs d'usines étaient pris en otage, etc. Et à ce moment-là, le maintien de l'ordre traditionnel, tel qu'on le connaissait, tel qu'on l'appliquait, des gens pas contents dans la rue, circulant face à vous, obéissance à la loi, dispersez-vous. Là, c'était plus pareil. Et lui s'était dit qu'avec une formation commando, on pouvait escalader l'usine, avec un coup de boulon, couper les portes qui avaient été fermées, et qu'il fallait entraîner les gens. Et moi, en tant qu'instructeur, j'ai voulu aller plus loin avec le souvenir de ce qu'on n'avait pas appris à Melun. Je profitais de cette formation en tant qu'instructeur pour créer des petits scénarios à double effet. Non pas simplement dire on va à l'assaut, mais on va discuter, on va manœuvrer et tout.
Et on va mettre en place voilà, un système. Un schéma tactique, adapté. Et Beau avait été impressionné par ça. Ouais. Et la gendarmerie, se posant la question que s'était posée la police sur la prise d'otage, avait demandé à faire une expérience en première région militaire, qui était sous les ordres du général Hérault. Et ça avait été demandé à Beau, qui, faisant cette formation commando, Jean-Pierre Beau, était capable, on pensait, de trouver les officiers et les sous-officiers capables de mettre en place une unité qui pouvait répondre à ce type de situation que l'on ne savait pas gérer. Et on a demandé à Beau, au mois de juillet, quel était l'officier qu'il avait vu passer en tant qu'instructeur, qui lui semblait le plus adapté à former cette unité. Et Beau, qui avait été impressionné, il me le racontera plus tard, sur la manière dont je gérais mes exercices, la manière dont je les construisais, qui le surprenait parce que c'était dans aucun livre. Bien sûr, aucun manuel. Voilà, aucun manuel. Bien sûr. Et faisait preuve d'imagination, de recherche d'une nouvelle tactique. A dit au général Hérault, moi j'en connais qu'un, c'est Proto. C'est Proto. Voilà.